bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur un duel de second tour qui ressemble à un choc frontal. Tout oppose Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quelle sera alors la tonalité de cette nouvelle campagne? C'est une France divisée au lendemain du premier tour. Comment rassembler? Rien n'est acquis. On va en parler avec de nombreux invités à notre compagnie. Et maintenant, quelle ligne, quel projet et quel leader à droite? Le parti se réveille groggy. François Fillon se met en retrait. À l'issue de leur bureau politique, les Républicains appellent à voter contre Marine Le Pen. Sur ce sujet et cette situation, le match des idées opposera tout à l'heure Anne Levade, juriste, professeur de droit, à l'académicien Jean-Marie Roire. Enfin, l'entretien avec un peu plus de recul, on va analyser les conséquences du vote hier, le paysage politique avec le philosophe Michel Onfray. Qu'est-ce qui peut vraiment changer avec cette présidentielle? Le regard critique du philosophe tout à l'heure. Voilà donc pour le programme, merci de nous suivre. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, voici le résumé de l'actualité du jour avec Mounir Soussi. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres, je vais devoir penser ma vie autrement, penser aussi les plaies de ma famille. C'est par ces mots que François Fillon a conclu sa prise de parole devant le bureau politique des Républicains. Il estime ne plus être légitime pour mener la bataille des législatives. Marine Le Pen. Le président de la République est le président de tous les Français et qu'à ce titre, il doit donc rassembler tous les Français. Alors, c'est une conviction profonde, mais il faut maintenant passer des paroles aux actes et c'est la raison pour laquelle il m'est apparu indispensable de me mettre en congé de la présidence du Front National. Ce soir, je ne suis donc plus la présidente du Front National, je suis la candidate à la présidentielle. En France, les deux finalistes de la présidentielle seront côte à côte demain à la préfecture de police de Paris. François Hollande les a conviés à l'hommage rendu aux policiers tués en service sur les Champs-Élysées par un homme se revendiquant de Daesh. Marine Le Pen a confirmé sa présence sur Twitter et l'entourage d'Emmanuel Macron assure qu'a priori il sera présent. Emmanuel Macron. Pour son premier déplacement depuis sa qualification au second tour, Emmanuel Macron est venu déposer une gerbe en souvenir des victimes du génocide arménien. Le candidat explique qu'il est favorable à une journée de commémoration inscrite dans le calendrier. Manifestation. À l'appel de SOS Racisme et de plusieurs syndicats étudiants, des centaines de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris pour dire non au Front National et pousser à une mobilisation massive pour le second tour. Il y a finalement chez beaucoup de gens une forme d'évidence que Marine Le Pen va être battue au second tour de l'élection présidentielle. Je tiens à faire remarquer que le second tour est un second tour assez inédit, qui est un second tour où il y aura sans doute beaucoup de volatilité et qu'il n'y a aucune évidence a priori que cette personne soit battue. À droite. À un cheveu des 5%, synonyme de remboursement des frais de campagne, Nicolas Dupont-Aignan lance un appel aux dons pour couvrir une partie des dépenses de son parti. Debout la France a 7 semaines pour réunir 300 000 € et équilibrer ses comptes avant de les déposer. Les candidats en dessous des 5% sont remboursés de leurs frais par l'État à hauteur de 800 423 €. Polémique. Le patron de Lafarge-Holcim paye pour les agissements de son groupe en Syrie. Éric Olsen démissionne après des mois de polémique autour de l'activité du cimentier en Syrie. Un rapport accuse le groupe d'avoir maintenu son activité dans le pays et coopéré avec l'État islamique entre 2011 et 2014 quand la guerre faisait rage. Le directeur général quittera ses fonctions le 15 juillet. Une nouvelle campagne qui démarre avec deux visions, deux projets et deux candidats que tout oppose. Macron, Le Pen, on va en débattre bien sûr. Et puis le candidat d'En Marche qui engrange les soutiens à gauche avec François Hollande et la droite qui appelle à voter contre Marine Le Pen. Le tout sur fond d'une France divisée, coupée
en 2, voire plus. Le débat avec nos invités ce soir. Christine Claire, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, essayiste, auteur du livre « J'ai vu 5 présidents faire naufrage » aux éditions Robert Laffont. Avec nous également Erwan Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit à Sciences Po, chroniqueur à l'Opinion et auteur du livre « La France des opportunités » aux éditions Les Belles Lettres. Véronique Reilsout nous accompagne, bonsoir. Spécialiste des réseaux sociaux et directrice générale de Dentsu Consulting. Et l'historien Jean Garry qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Président du comité d'histoire parlementaire et politique et auteur notamment de Président au pluriel au cœur du pouvoir. Alors, mesdames, messieurs, c'est le jour d'après. La campagne de second tour a donc démarré pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nouvelle campagne sur fond d'une France divisée. Est-ce deux visages d'un même pays, deux candidats pour un seul pays? Les détails avec Géraldine Bavoilot, on en parle juste après. Résultat de ce premier tour. Il y a une France de l'Est et une France de l'Ouest, comme le révèle la carte du vote par département pour l'élection présidentielle. À l'Ouest, Emmanuel Macron arrive en tête, sauf dans 3 départements, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe, où François Fillon parvient à tirer son épingle du jeu électoral. À l'Est, Marine Le Pen arrive en tête dans une majorité de départements. La candidate FN réalise de bons scores dans le Nord, la vallée du Rhône, mais son score est aussi très fort dans la région PACA, Marseille excepté, où Jean-Luc Mélenchon gagne son pari en arrivant en tête, comme à Toulouse. Les villes face aux campagnes, c'est l'autre enseignement de ce premier tour. Emmanuel Macron est plus fort dans les villes, mais Marine Le Pen gagne dans plus de 18 000 communes, soit la moitié des communes françaises. Le candidat d'En Marche compte 8,5 millions d'électeurs, concentrés dans des villes comme Lyon, Villeurbanne ou Strasbourg, après avoir voté François Hollande en 2012. Deux candidats que tout oppose, Christine Claire, deux projets et deux France aussi qui se font face selon vous? Oui, mais bon, on l'a beaucoup dit, à la France d'en haut, la France d'en bas, on voit la France de l'Est désindustrialisée, on voit la Lorraine. Ce sont des zones entières qui ont été, qui ont perdu leurs industries textiles, sidérurgiques. Et on a vu des gens de la CGT, j'en ai rencontré, passer au FN. Je crois qu'il faudrait quand même affiner. Parce que d'abord, il y a quand même des privilégiés qui votent Le Pen. Et il y a aussi des gens du peuple qui votent Macron. Donc c'est pas... Je voyais là, les régions ouest, une région comme la Manche, par exemple, il y a beaucoup de gens qui votent FN. Alors, ils ne sont pas en premier. Évidemment, les premiers ont voté Macron, puis Fillon. Mais le FN est quand même très important. Il a quand même énormément monté. Et là, c'est pourquoi? C'est aussi... C'est pas la désindustrialisation, mais c'est une forme de désertification. Et puis, c'est la peur de l'immigration. Ces thèmes sont quand même très, très forts. Je crois qu'il faut, une fois qu'on a dit France d'en haut, France d'en bas, il faut quand même véritablement affiner. C'est un peu trop simple. Oui, il faut affiner les clivages. Jean Garry, avec descendre dans le détail. Bien sûr, avec un clivage fort quand même sur l'Europe, la place de la France dans l'Europe, dans le monde, et forcément des perdants et des gagnants de cette mondialisation aujourd'hui. Je dirais enfin le vrai débat et sur la place publique, parce qu'au fond, c'est très cohérent ce vote, et puis ce deuxième tour, il est le fruit de 40 ans d'échecs de nos gouvernements successifs, des 10 années où on a cru qu'on pourrait réenchanter la politique après Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, et on arrive aujourd'hui au choix majeur. Est-ce qu'on va vers une adaptation plus ou moins réussie par une sorte de nouvel effort libéral vers la mondialisation heureuse, ou est-ce que on se replie sur le national, sur l'identitaire, éventuellement sur l'exclusion? Et le problème, c'est que évidemment, cet enjeu-là, il recoupe une vraie césure sociologique, ou je dirais socio-culturelle, et qu'on a effectivement, avec toutes les nuances que Christine Claire a eu raison d'apporter, on a malgré tout quand même le paysage de deux France qui s'opposent. Et cette opposition, on va la trouver pendant cette campagne de second tour, mais elle ne va pas s'arrêter au lendemain de l'élection présidentielle. Donc cette élection présidentielle est quand même lourde
je dirais, de risques, de dangers potentiels. Ça, on va en parler, mais cette césure, ce clivage, Erwan Le Nohan, les deux candidats qu'on retrouve au second tour, ils ont presque tout fait pour l'installer. Pour Marine Le Pen, elle a toujours voulu installer ce clivage, dit-elle, entre patriotes et puis mondialistes, mais également Emmanuel Macron veut installer ce clivage-là. Et dès le début, assez tôt dans sa campagne, d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est posé en premier contradicteur de Marine Le Pen et elle également. Et toute une partie de son discours a consisté à lui expliquer qu'il était le meilleur rempart face à Marine Le Pen. D'ailleurs, il y a un sondage qui va apparaître demain dans les Échos, je regardais tout à l'heure, qui montre que 45% des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron ont voté par vote utile, plus que par conviction. C'est celui pour lequel c'est le plus fort. C'est aussi le candidat qui a des principaux, celui qui a le plus faible taux d'adhésion à son programme. Donc c'est assez intéressant, c'est révélateur, comme vous le disiez, d'une crise qui est profonde dans la société française. Dans les clivages qu'on a montrés, on pourrait aussi dire que si on cumule François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron, on est à 50,01% des voix, donc les 49,99 autres ont voté soit pour Marine Le Pen, soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit pour les autres candidats qui s'affichent comme étant hors système. Le clivage, il est très fort. Évidemment, ça ne disparaîtra pas avec l'élection du président de la République. Et en même temps, ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que les thèmes dont vous avez parlé tout à l'heure, l'immigration, l'industrialisation, ne sont pas du tout les thèmes dont on a débattu pendant la campagne présidentielle. Eh ben, il est peut-être temps de débattre notamment de ces présents. Effectivement, il planait quand même sur cette campagne. Véronique Reichsout, grâce à vous, on associe souvent l'impact, l'importance, l'influence aujourd'hui des réseaux sociaux qui est vraiment lié intimement aux campagnes aujourd'hui. Est-ce que vous également, sur ces réseaux, on a vu ce clivage se dessiner, je ne vais pas dire c'est de France, ce serait caricatural sur les réseaux sociaux, mais quand même une sorte de tension, de césure? Alors tension, oui, mais déjà même dans l'usage des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'électorat de Marine Le Pen, c'est un électorat qui est plus présent sur Facebook, et l'électorat, en caricaturant, parce que bien sûr ça n'est pas que là, et les électeurs de Macron sont aussi sur Facebook, mais plus facilement sur Facebook, et l'électorat de Macron est plus facilement sur Twitter. Donc déjà, il y a ce petit clivage en soi. Et puis, on a aussi une réalité d'une organisation de la fameuse fachosphère, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, qui a un peu changé. Ils sont un peu moins, on va dire, intrusifs, et surtout, ils sont organisés aujourd'hui en deux communautés un peu différentes. Il y a ceux qui soutiennent plutôt le courant dit de gauche à l'intérieur du Front National, et ceux qui soutiennent plutôt le courant historique, et même eux fonctionnent pas forcément. Deux Front National. Oui, donc c'est pas si simple que ça. Donc en tout cas en ligne, on voit bien que les choses ne sont pas si harmonieuses et si simples que cela. Un mot aussi sur le hashtag sans moi le 7 mai. Vous l'avez évidemment vu, il fait florès. Ça voudrait dire que certains électeurs, nombreux électeurs, sont un peu perdus et décident de ne pas aller voter. De quoi s'agit-il? Qui a lancé aussi ce hashtag? Il s'est lancé de façon spontanée. Donc comme tous les hashtags qui sont lancés de façon spontanée, c'est ceux qui sont le plus repris. On a regardé avec VisiBrain, qui est une plateforme de veille des réseaux sociaux, le nombre de messages. Il y avait depuis hier 20h et aujourd'hui 20h, plus de 115 000 messages, avec 41 000 comptes qui utilisent ce message, et vous avez 88 000 retweets, donc on peut dire que c'est un mouvement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder qui sont derrière ces 41 000 et ce qui se dit. En fait, ça recouvre beaucoup de gens et beaucoup de réalités. D'abord, tous les électeurs de droite ont envie de dire quelque chose, et donc sans moi le 7 mai, c'est une façon de dire maintenant je ne voterai pas. C'est pas que je ne veux pas, que je veux faire passer Madame Le Pen, mais je considère que puisqu'il y a des gens qui sont pour Monsieur Macron, qu'ils votent donc pour lui, qu'ils le soutiennent. Et puis quelque part, on est tranquille, elle ne passera pas, donc on peut se permettre de dire ça. Vous avez aussi des électeurs de gauche et des électeurs de Mélenchon qui utilisent cette expression, donc ça explique aussi le volume. Et puis vous avez aussi des gens qui utilisent ce hashtag pour dire aux gens allez voter. Donc, bon, en tous les cas, vous dites que c'est un mouvement aujourd'hui. Oui, c'est un mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière, c'est ça, c'est cette expression de si on vote. En fait, on va donner nos voix et on va donner à Emmanuel Macron un poids qui ne représentera pas la réalité. On n'a pas envie de lui donner ce poids-là et on est quand même tranquille. Marine Le Pen ne passera pas. Alors, vous parlez de poids, ça c'est important. Christine Claire, gagner le second tour pour Emmanuel Macron, j'allais dire c'est presque une logique arithmétique sur le papier, mais il reste la politique. Il faut qu'il arrive à convaincre sur ce plan-là aussi. Oui, il faut. Vous savez, il y a toujours des courbes ascendantes et qui retombent. Il faut que la courbe continue à monter, qu'elle ne retombe pas avant le vote,
15 jours, c'est long finalement, qu'on ne se lasse pas non plus. Parce que ça fait quand même... Bien sûr, sa campagne a été très courte, tout son parcours a été extraordinairement rapide, et en même temps, avec une inflation médiatique folle, ce qui fait qu'un homme politique aujourd'hui devient un objet de consommation, et qu'on s'en lasse, comme on s'en lasse de tout, et comme on se lasse d'ailleurs des amours peut-être. Il a provoqué un phénomène quasi amoureux. Et maintenant, le danger pour lui, c'est justement de n'incarner que cette France d'en haut. Parce que ça, on est en train de le répéter en boucle. Et évidemment, ce qu'on appelait autrefois le peuple de droite ou le peuple de gauche, peut-être ne s'y retrouve-t-il pas dans ce monde. On l'a vu dîner à la Rotonde, après tout, vous avez bien le droit de dîner à la Rotonde. Qu'est-ce que vous en avez pensé, au-delà du nom de la brasserie ou du restaurant, mais le fait qu'on fête... J'ai même entendu des confrères discuter du prix comparé avec le dîner du... On va pas rentrer dans ces détails-là. Sur les réseaux. Votre avis, Erwan Lenon? C'était quand même un affichage... de gens d'en haut, quoi, finalement, hein, et qu'on a déjà vu ailleurs. C'était, moi, je trouve que fêter l'accession au second tour d'Emmanuel Macron, c'est pour lui une énorme victoire. Parce qu'il y a quelques mois, il y a encore plus, même quelques semaines, personne n'y croyait. Donc je comprends la joie. Le discours qu'il a fait, puis le dîner, ça faisait plus second tour que premier tour. Et ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux, mais avec mon prisme, c'est que c'était pas toujours très bien passé. En disant, s'il a déjà gagné, pourquoi irait-on voter? C'est de ça qu'est parti le fameux... les mêmes, Attali, sans les moi. mêmes... Le fameux sans moi était parti de ça, c'est en disant, puisqu'il a gagné le deuxième tour, il n'a pas besoin de ma voix pour battre Madame Le Pen, puisqu'il a déjà gagné. Jean Garrigue, au-delà peut-être de la soirée, c'est le discours qui est important. Vous qui avez le regard et le recul de l'historien, un discours comme celui-là, un moment important quand même, où il y a le Front National qui est qualifié au second tour, il fallait qu'il y ait un souffle. Est-ce que vous l'avez senti, ce souffle? Alors non, ce discours n'est pas le meilleur qui a été fait par Emmanuel Macron dans cette campagne, c'est incontestable. Peut-être que celui de Bercy était quand même au-dessus, et il lui manquait le souffle, justement, du rassemblement de deuxième tour. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup fait campagne sur le rempart contre Marine Le Pen, et il lui est plus difficile aujourd'hui de jouer la carte du rassemblement, d'autant qu'il vient de prendre un coup de poignard dans le dos avec le ralliement, le soutien de François Hollande. Un coup de poignard dans le dos? C'est peut-être... J'exagère un peu, mais c'est quand même peut-être... Personne n'y fait attention. C'est pas la... C'est pire. C'est encore pire. Ça, c'est un vrai coup de poignard. Mais bon, on peut penser que c'est pas le meilleur service qui lui est rendu, parce que précisément, ça l'associe à la thématique d'Emmanuel Hollande, et puis au bilan du quinquennat de François Hollande, et puis à cette France d'en haut, enfin, qui est accusée d'oublier justement les préoccupations de la France d'en bas. Mais je dirais que sur un plan plus politique, l'équation ou l'équilibre d'Emmanuel Macron est quand même difficile à trouver, parce que il est de facto obligé de ménager une partie de la droite qui, le soir même, François Fillon, Alain Juppé s'est rallié à lui, a décidé de le soutenir, donc de continuer dans le sens de cette politique néolibérale qu'il a lancée, enfin, qui est très clairement sa direction, mais en même temps, il a en face de lui 40% de l'électorat qui ont voté pour des candidats de gauche ou de droite populiste, cette France d'en bas, cette France malheureuse, qui attend du social. Et donc, pour gagner cette campagne, il doit un peu jouer sur les deux tableaux. C'est une équation qu'il connaissait dès le départ, puisque c'est au fond la raison même de son rassemblement. Mais c'est quand même, là, en l'occurrence, très difficile dans les 15 jours. On va revenir sur ce jeu d'équilibriste. On va écouter, parce que vous en avez parlé sans surprise, François Hollande qui a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Extrait d'une courte allocution aujourd'hui du président de la République. La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays. Il y a d'abord son histoire, sa longue histoire. Il y a aussi ses méthodes, ses liens avec des groupes extrémistes partout en Europe. Mais il y a surtout les conséquences qu'aurait la mise en œuvre de son programme sur la vie de notre pays. Enfin, face à la menace terroriste, qui exige la solidarité et également la cohésion de notre pays. L'extrême droite
diviserait profondément la France, stigmatiserait une partie de nos concitoyens au regard de leurs origines ou de leur religion. Elle mettrait en cause les libertés et les principes qui fondent la République. Voilà pourquoi, face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Super. Voilà pourquoi on a décidé de passer un extrait un peu plus long que prévu, Christine Claire, tout simplement pour que je puisse vous poser la question, en fonction de ce que vous avez entendu. On a l'impression que c'est d'abord une attaque contre le Front National, ce qu'il incarne, ce qu'il représente, que plutôt qu'un soutien vraiment avec de la ferveur pour Emmanuel Macron. Oui, d'ailleurs, la voix retombe. C'est à peine si on entend le Macron. Oui, bien sûr, il a estimé que c'était de son devoir. Après tout, c'est vrai, ça l'est sans doute. Son devoir, simplement... Quel impact pour vous, sa voix ne pèse plus, je crois. Ce qui avait pesé, c'était son départ. Mais les gens son renoncement, les gens qui renoncent ou qui partent et qui ensuite reviennent, parce que malgré tout, il revient, à ce moment-là, c'est pas très bien perçu. Mais enfin, évidemment, il est là, il faut bien qu'il prenne encore la parole et qu'il fasse son métier. En tous les cas, lui, il l'a prise contrairement, j'allais dire. Je pense que c'était son devoir quand même, faut le dire. C'était son devoir. Bon, là-dessus, vous lui donnez crédit. Par contre, il y a eu une réaction, plutôt une non-réaction. Est-ce que ça vous a tous surpris? On va faire un tour de table. Erwan Hollande, Jean-Luc Mélenchon, depuis hier, on peut comprendre que la défaite, la mauvaise, entre guillemets, mais certains ont du mal à comprendre qu'ils ne prennent pas position aujourd'hui. Bien sûr. Je crois que tout le monde attendait à ce que Jean-Luc Mélenchon dénonce le Front National. Je crois que par sa position, il ne fait que confirmer, qu'il a des relations qui sont plus qu'étranges avec le fonctionnement démocratique, et deux, qu'il est plus proche du Front National que des autres partis. Et son attitude d'hier soir a été honnêtement assez incompréhensible et assez peu estimable. Est-ce que c'est vraiment parce qu'il est proche, en tout cas sur son programme, certains points de son programme du Front National, ou est-ce que c'est parce que Jean Garrigue, il n'a rien en commun avec le programme d'Emmanuel Macron que vous avez décrit tout à l'heure de néolibéral? Oui, en tout cas que sa rhétorique veut nous faire penser que le programme d'Emmanuel Macron est le programme d'un suppôt du grand capital, ce qui, d'un point de vue d'historien, est une contre-vérité et une disqualification, je dirais, inacceptable à mes yeux d'historien, de toute une partie des électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et on a l'impression qu'au fond, l'essentiel dans cette campagne pour Jean-Luc Mélenchon, c'était d'abattre le Parti socialiste et de prendre une revanche sur un parti qui ne l'avait pas compris. Ça, c'est fait. Qui n'avait pas vu en lui le nouveau François Mitterrand qu'il espérait être. Et on sent bien qu'il y a à la fois ce dépit, mais c'est vrai aussi que ce dépit et cette prise d'opposition, elle s'appuie sur un élément politique alors plus tout à fait tangible, qui est, c'est vrai, la proximité d'un certain nombre de ces thématiques avec celle du Front National. Pour là, je parlais tout à l'heure de deux familles. Jusqu'à dire que ce sont des jumeaux sur le plan économique. On l'a entendu, certains l'ont écrit. Est-ce que c'est pas poussé un peu loin Ils sont quand même assez proches, même si les origines, la culture, je dirais l'intention est évidemment très, très différente. Mais vous savez, le rapport entre les extrêmes, droite et gauche, c'est une question qui se pose dans la vie politique française depuis la fin du 19e siècle. Et ça va continuer. Donc, il y a de facto, notamment sur la question de l'Europe, ou sur les questions de politique étrangère, les rapports avec la Russie de Vladimir Poutine, il y a quand même beaucoup de choses qui rapprochent. Mais surtout, ce qui rapproche fondamentalement, c'est les gens à qui ils s'adressent. Voilà, cette France malheureuse ou insoumise à laquelle ils s'adressent tous les deux. J'ai envie d'ajouter une chose. Cette France à laquelle il s'adresse, il lui a dit qu'elle était grande. Il a dit aux Français qu'il écoutait qu'ils étaient grands. Il avait beaucoup monté en niveau, si je peux dire, intellectuel, spirituel, littéraire. On l'avait souligné. De temps en temps, c'était Victor Hugo. Par moments, moi, j'ai pensé à Malraux de Gaulle parce qu'il y a eu un fameux meeting à Marseille et il y avait des accents de ça. Donc, je pense qu'il s'est considéré aussi
3 niveaux au-dessus de Macron, qui doit être pour lui un petit technocrate, bon, et très, très au-dessus de Hamon, évidemment. Et tout à coup, il se trouve ramené en dessous. C'est un choc. Il se considère comme très supérieur à ces gens-là. Et il a eu une véritable rencontre amoureuse avec le peuple. D'ailleurs, ça se terminait toujours par un vers, par une tournure poétique. Ça allait beaucoup plus loin que le programme. Donc sa réaction est à la hauteur de sa déception, selon Véronique Reissou. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux ça a sociaux, beaucoup réagi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont d'abord les militants et les soutiens de Jean-Luc Mélenchon et les électeurs ont rencontré cette grandeur. Donc eux, ils l'ont pas vécu du tout comme une trahison. Bien au contraire, ils sont plutôt en phase avec le non-choix. C'est pas forcément. D'abord, on lisait beaucoup. C'est la façon dont tu l'as exprimé qui a été. C'est la façon. Mais en fait, ce qu'on lisait, c'est qu'il était déçu et qu'il y croyait, comme ses militants. Donc il a sans doute eu ce moment un peu difficile. Et après, c'est pas tel. En fait, on lisait beaucoup. De toutes les façons, on sait qu'il est contre Marine Le Pen, puisque d'ailleurs, il a été dans le Nord pour se battre contre elle. Donc, c'est pas un sujet. Donc, il n'a pas à le redire. Et en plus, il a expliqué en disant, mais ce sont les militants qui vont se réunir, qui vont prendre la décision ensemble. Donc, ça a été plutôt apprécié par les militants. Il n'est pas vu comme les éditorialistes et les analystes. C'est intéressant de voir la fracture entre les commentaires et les réactions. C'est bien ce qu'il fait. Il a raison. Nous allons décider. Nous avons le temps. On n'est pas obligé de se précipiter dès le premier soir sur. Voilà, d'ailleurs, la question se pose sur puisque vous parliez tout à l'heure de l'impact de la prise de parole de François Hollande. Au-delà, Erwan Renan, l'impact des consignes de vote encore aujourd'hui, à notre époque. On va parler tout à l'heure de la droite, mais est-ce que ces consignes de vote, elles infusent aujourd'hui dans l'électorat ? Je ne pense pas qu'elles fonctionnent comme des ordres. Mais c'est quand même des guides. C'est pour un certain nombre d'électeurs qui peuvent se poser des questions, de savoir ce qu'ils font, de savoir que des personnalités politiques auxquelles ils font confiance vont voter de telle façon. Je pense que ça a du sens. La consigne de vote qui consiste à dire voter comme ça ne marche pas. Celle qui est, à titre personnel, ou moi, en tant que responsable politique, je voterai de telle et telle façon, je pense que ça peut servir de repère. Et c'est à ce titre que Jean-Luc Mélenchon est critiqué. Parce qu'un responsable politique doit faire des choix. Et quand bien même l'offre qui est devant lui ne le satisfait pas, on attend de lui qu'il dise, voilà, moi, si j'étais responsable, si j'étais en position de décider, je choisirais telle ou telle personne. Et il ne l'a pas fait hier. Et vous avez dit donc donner son avis pour que ce soit clair. Il y a le risque aujourd'hui d'une France ingouvernable. Est-ce que c'est le cas ? On va voir cela parce que la question se pose, quelle majorité parlementaire pour le prochain président ? Quel qu'il soit, ces élections législatives peuvent vraiment ressembler à un casse-tête. Les détails avec Julie Hulin. Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Quel que soit le futur président, sa majorité parlementaire semble très loin d'être acquise. Oui, l'étape des législatives s'annonce délicate. Côté Front National, le mode de scrutin majoritaire à 2 tours lui a toujours été défavorable, le parti ne possédant aucun soutien partisan. Le FN espère pourtant attirer une partie des électeurs de droite, avec le secret espoir de former un groupe à l'Assemblée. Entre 25 et 50 députés, très loin des 290 sièges nécessaires pour gouverner. Côté Emmanuel Macron, la moitié des candidats aux législatives devraient être issus de la société civile, comme il s'y était engagé. Des nouveaux visages auxquels devraient se rajouter des élus sortant de gauche et de droite. En face, le Parti socialiste risque d'éclater en 2 groupes, pro et anti-Macron. Les Républicains, eux, entendent faire des législatives un match retour. Objectif, sauver un maximum de députés dans l'espoir notamment de créer les conditions d'une cohabitation. Peu importe pour Emmanuel Macron, qui a déjà déclaré qu'il était prêt à gouverner par ordonnance, permettant de faire adopter des projets de loi sans passer par un vote. Et maintenant, la peur, le risque, c'est celui, Christine Claire, d'une France ingouvernable, quel que soit le candidat. On ne joue pas à se faire peur. C'est une hypothèse. On fait comme si elle avait été gouvernable auparavant. Demander à François Hollande s'il avait une majorité pour gouverner. Bon, il aurait peut-être pu l'avoir s'il avait tendu la main au centre. Enfin, ça, c'est une histoire passée. Mais ça fait très longtemps que la France est ingouvernable. Enfin, il y a 2 ou 3 gauches, il y a 3 droites, tout ça se croise, se combine. Et puis, il y a le problème des présidents qui, lorsqu'ils sont candidats, font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc, une partie de leur électorat se détourne d'eux. Enfin, c'est pas une histoire nouvelle. On a l'air de découvrir ça. Je pense que ce qui attend Macron n'est pas tellement plus difficile sauf qu'il va trouver peut-être les caisses vides, un prix du pétrole qui va monter, des taux d'intérêt qui vont monter. Mais
Le problème de la majorité sera mais là, je aussi difficile et pas plus qu'avant. Je poussais la question du manque de cohérence jusqu'à la cohabitation. Jean Garrigue, est-ce que la logique, quand même, voudrait, sous notre 5e République, que les Français légitiment le président qu'ils viennent d'élire? Oui, qu'il y ait une dynamique législative qui suive la dynamique présidentielle. Oui, c'est au fond la logique qui avait poussé d'ailleurs François Mitterrand en 1981 à dissoudre pour avoir une majorité parlementaire conforme, la fameuse vague rose, et qui a été un élément très important d'ailleurs de d'installation dans la vie politique française de cette idée de majorité. Mais comme le disait fort justement Christine Claire, ça n'a pas empêché ce système de la Ve République, avec son alternance, avec son système bipolaire, d'aboutir à rien, c'est-à-dire à des échecs permanent sur les grands enjeux de la vie politique française. Il faut donc, je pense, se poser un problème sur le fonctionnement, sinon sur le fonctionnement de nos institutions, mais en tout cas la manière dont on fait rouler ces institutions. Et c'est d'ailleurs ce diagnostic-là qui a été fait par Emmanuel Macron. Hein. C'est pas un mystère s'il a écarté la logique des partis et s'il a voulu construire une nouvelle majorité. Alors, est-ce que construire une majorité de ce type, une majorité d'idées, une majorité de programmes, peut se faire dans le cadre des institutions de la Ve République ? Évidemment, ça sera très difficile. C'est son pari, en tout cas. C'est son pari. Mais au fond, est-ce que les résultats seront pires que ce qu'on a connu jusqu'à présent, où on a bien vu, regardez cette majorité de François Hollande qui était complètement divisée avec les frondeurs, parce qu'elle reposait sur une ambiguïté fondamentale, sur une unité factice de la gauche, eh bien, on peut se dire que là, au moins, les choses, peut-être au fond, seront plus claires, parce qu'on essaiera de négocier des alliances. Donc le salut serait hors des partis dans ce... Oui ? Non, c'est pas votre avis, Erwan Lenoir ? Je dirais pas en dehors des partis. Non, ce qui me semble, c'est qu'au moins jusqu'aux législatives, et au résultat législatif, on va rester dans un clivage gauche-droite, enfin, Macron, sa gauche, sa droite. Qu'il n'y aura pas de ralliement majeur avant les résultats législatifs, notamment à droite. Les différents responsables de la droite attendront les résultats législatifs pour savoir s'ils peuvent aller négocier un poste en étant puissant ou non, devenir Premier ministre ou pas. Et on sait qu'ils commencent à discuter et qu'il y a des sondages de part et d'autre. Bon. Est-ce que Emmanuel Macron pourra gouverner plus facilement moins facilement que les autres ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que s'il fait une majorité d'idées, il y a quand même un moment. Il va avoir probablement des députés En Marche qui sont des députés qu'il dit que seront des députés nouveaux, donc auront aussi pas l'expérience politique, qui à la première crise vont retourner sur les marchés et se faire insulter par les électeurs. Et c'est pas nécessairement quelque chose de très agréable quand on n'en a pas l'habitude, même quand on en a l'habitude. Des députés, à l'approche des prochaines élections, ceux qui étaient de droite, ceux qui sont à droite pourront peut-être se revenir plus sur leur camp pour marquer leur différence. Donc la majorité d'idées, elle est possible, mais c'est une crête qui est difficile à tenir, qui est sûrement probable au début du quinquennat. Sur un quinquennat entier, j'ai des doutes. Bon, en tout cas, c'est son pari et son défi. Je ne sais pas si sur les réseaux sociaux, on discute déjà élections législatives. Est-ce que le cap est déjà sur ces élections-là ? Déjà. La bataille est déjà enclenchée. Pour la raison que je vous évoquais, qui est que pour les internautes, le match est déjà plié. Donc c'est une question de savoir quel sera le pourcentage, mais personne n'envisage que Mme Le Pen passe. Donc ils sont déjà en train de parler des législatives, des enjeux. Et puis après, les réseaux sociaux, c'est du local. Et en fait, c'est des discussions locales. Donc là, on va voir sur les législatives des débats qui seront riches, en particulier sur Facebook. Oui, il y a une hypothèse qui est plausible, c'est que, précisément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une cohabitation, hein, parce que la victoire, je dirais la victoire du camp de la droite républicaine aux élections législatives, au fond, c'est l'hypothèse la plus plausible, en tout cas qui a été faite depuis très longtemps par tous les sondeurs. Elle était, j'allais dire, programmée. Et d'ailleurs, l'élection d'Alain Juppé ou de François Fillon aurait été le prélude à cette vaste reconquête législative de la droite. Donc il n'est pas impossible qu'on se retrouve dans une situation de cohabitation. Mais vous, l'historien, vous nous dites qu'avec une cohabitation, la France serait moins ingouvernable ?
Pas forcément, mais c'est-à-dire... je répète, peut-être ma question n'est pas claire. Est-ce que la période de cohabitation qu'on a connue dans notre histoire contemporaine, c'était une période entre guillemets heureuse où la France a marché sur ses deux pieds? Écoutez, alors je sais que toute une partie des observateurs de la classe politique n'a pas de mots assez durs pour vilipender les périodes de cohabitation. J'observe quand même que, c'est vrai, dans une conjoncture économique favorable, la dernière cohabitation, Lionel Jospin, Jacques Chirac, a plutôt donné des bons résultats en termes de lutte contre le chômage, de croissance économique, etc. Et même de réformes sociétales. Donc, après tout, est-ce qu'une telle cohabitation... Alors, c'est vrai que là, elle serait très spéciale, cette cohabitation, parce qu'elle voudrait dire qu'un camp privé de son chef, de François Fillon, qui a décidé plus ou moins de se mettre en retrait, pratiquerait ou mettrait en œuvre une politique qui serait le fruit de transactions de dernière minute entre les différentes familles de la droite, et ce, au détriment d'un président de la République élu parce qu'il était l'incarnation de la transgression, et qui serait donc, je dirais, condamné à être une sorte d'inaugurateur de chrysanthème. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on voit ce que vous voulez dire. Non, mais ça s'est jamais vu, quand même. Une cohabitation dans la foulée de la présidentielle. Ça se voit 2 ans après la présidentielle, mais chaque fois, le camp qui a perdu espère, évidemment, qu'il va rattraper en gagnant les législatives depuis Mitterrand en 81. À chaque fois, il dit on va rééquilibrer. Mais non, parce que je crois que le peuple donne le pouvoir à un président, et dans la foulée, tu l'as voulu, eh bien on te le donne. Et voilà, on va te mettre à l'épreuve, et maintenant tu nous montres ce que tu sais faire, et tu pourras même pas dire quand tu as mis les bâtons dans les roues, quand tu as envoyé une autre majorité ensuite. Donc vas-y, gouverne pendant 2 ans et montre ce que tu es capable. Ça pouvait fonctionner quand on s'appuyait déjà sur l'armature d'un parti qui avait une expérience des campagnes, de la vie gouvernementale, etc. Mais là, on est dans une situation totalement inédite. Alors on pourrait revenir à 1958. Il y a quand même des gens expérimentés. Restons en 2017. La moitié des candidats seront déjà expérimentés. Il n'y a que la moitié qui va. Ça fait partie des reproches que l'on lit, c'est qu'en fait ils sont déjà dans les législatives. Sur les réseaux sociaux, oui. Et ils disent mais qui sont ces députés dont on nous parle? En fait, du coup, ils disent mais c'est difficile aussi de se projeter, et ils sont peut-être prêts à donner un élan positif, mais ils se posent la question pourquoi est-ce qu'on doit attendre? On ne sait pas qui ce sera. On nous dit qu'il y aura la moitié d'hommes, et on ne sait pas. Donc chacun dit, même localement, je n'ai même pas le nom de la personne qui va. Ça va venir, patience. Oui, mais ça crée une attente. Je crois assez à la cohérence du vote des Français, mais pour autant, est-ce que ça donne une cohabitation? Je ne sais pas, mais c'est pas pour autant que la cohérence va conduire à une majorité claire pour le futur président de la République, si c'est Emmanuel Macron. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on voit qu'il y a à peine, un peu plus de la moitié de son électorat qui a voté par conviction. Vous avez beaucoup d'électeurs de droite qui ont voté parce qu'ils étaient déçus par François Fillon. Est-ce qu'ils vont revoter pour En Marche ou repasser à droite? Une partie d'électeurs de gauche, et ça se jouera, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi au niveau local, en fonction des candidatures locales. Eh bien, nous verrons tout cela. J'ai connu que des majorités divisées, alors je vous recommande partout. Voilà, la division pour tous, n'est-ce pas? Merci à vous, merci pour ce débat, cette analyse. On va continuer bien sûr à en parler ce soir avec cette question: quelle ligne, quel projet et quel leader à droite? Le parti se réveille groggy. François Fillon, vous l'avez dit tout à l'heure, tire sa révérence. Les Républicains appellent à voter contre Marine Le Pen. Et bien sûr, ce sujet, le match des idées, va opposer dans quelques instants Anne Levade, juriste, professeur de droit, à l'académicien Jean-Marie Arouard. À tout de suite. On arrive à Saint-Plon, là où tout a commencé. Salut tout le monde. Frédéric Bardot est le cofondateur de Saint-Plon, une école d'informatique gratuite destinée aux individus en situation précaire ou à bas revenus. Mike, avant, il avait travaillé dans la restauration. Là, on parle code, on parle programmation. On va chercher des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la programmation informatique. On suscite des vocations et on dit mais en fait tu peux le faire. C'est vous la France, à la découverte de l'école Saint-Plon, demain à 16h30 sur Public Sénat. La France compte 58 réacteurs nucléaires sur son territoire. Mais communiquer sur le risque nucléaire reste compliqué tant les intérêts économiques sont puissants au point de passer sous silence certains incidents. Parfois, il peut y avoir un écart en communication, certainement pas en transparence. Et donc la communication, effectivement, c'est un travail toujours délicat, de bien se comprendre et de bien donner les informations. Nous y travaillons tous les jours. Et donc du coup, c'est pour ça aussi, là, vous m'expliquez pas ce qui s'est passé pour Fessenheim, du coup, comment ça se fait? Non?
Vous voulez pas me parler de Fessenheim? Non. Attention, risque majeur, jeudi à 17h30 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin pour évoquer à présent cette autre campagne de second tour qui a déjà démarré et déjà les législatives sont en ligne de mire. La droite éliminée, la droite fracturée, mais la droite peut-être ressuscitée en vue de ces élections législatives. C'est en tous les cas ce qu'elle espère. En attendant, François Fillon se retire et tout se réorganise. On va en parler avec nos invités ce soir. Anne Levade, bonsoir. Bonsoir. Juriste, professeur de droit public, vous avez présidé la haute autorité pour la primaire de la droite et du centre. Je le précise parce qu'on va quand même parler tout à l'heure des primaires et de leurs résultats. Et face à vous et avec nous, l'auteur et académicien Jean-Marie Herouard. Bonsoir. Bonsoir. Alors la droite, les Républicains cherchent à éviter l'implosion au lendemain de leur défaite. Un bureau politique s'est tenu tout à l'heure. François Fillon a tiré sa révérence. Les détails avec Mounir Soussi. Un bureau politique qui tourne au numéro d'équilibriste pour les Républicains. Pendant 2 heures, les ténors ont débattu pour arrêter une position commune. Pas de front républicain, le parti assure le service minimum. Face au Front National, l'abstention ne peut être un choix. Nous appelons à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre au second tour de l'élection présidentielle. LR refuse d'appeler à voter pour Emmanuel Macron, une précaution de langage assumée, même si une partie des cadres a conscience que les électeurs ne seront pas dupes. Ils sont combien candidats? Il n'y en a que 2. Si vous dites faire battre le Front National, ça revient quand même bien à dire que c'est Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais parce que on ne peut pas, avec des élections législatives immédiatement derrière les présidentielles, mettre dans la difficulté nos candidats aux législatives. Ce consensus ne satisfait pas tout le monde. Plusieurs responsables comme Christian Estrosi ou Xavier Bertrand auraient souhaité que le parti assume la consigne de vote, à la différence de Laurent Wauquiez qui estimait cette position suicidaire. Cet épisode est le premier de cette phase de reconstruction où l'on aperçoit déjà 2 lignes se dessiner. Voilà, avant de parler de la suite et des éventuelles 2 lignes qui se dessinent, une même question, dans quel état, Anne Levade, s'est réveillée la droite aujourd'hui ? Forcément groggy, parce que c'est vrai que les sondages étaient très incertains, que certains avaient des doutes, que les uns et les autres, je crois, se rendaient bien compte sur le terrain qu'au fur et à mesure de la campagne, il y avait des choses qui passaient plus ou moins bien. Pour autant, une défaite, nécessairement, c'est toujours difficile à accepter. Et puis, j'allais dire à digérer, parce qu'il faut évidemment à la fois faire le bilan, le faire très vite, puisqu'il faut réagir dans la perspective d'un 2e tour qui est dans 15 jours. Je crois que la formule a été utilisée hier à plusieurs reprises, d'un 21 avril à l'envers, par référence à ce qui s'est passé il y a 15 ans. Et c'est évidemment ça. Quand même la première fois que la droite républicaine, parti de gouvernement, n'est pas au 2e tour d'une élection présidentielle depuis 1965. Donc ça ne peut qu'être un choc pour eux. Et puis c'est vrai aussi que depuis plusieurs années maintenant, il y a quand même des tensions internes au parti. Un déficit de leadership, bref, une situation qui ne peut pas se résoudre en 8 jours, mais face à laquelle il faut quand même réagir si effectivement ils veulent, dans la perspective des législatives, arriver à reconstituer quelque chose. Il faut faire le bilan de quoi, de qui, Jean-Marie Herouard? Je prends 2 exemples. Éric Woerth qui attribue cette défaite directement à François Fillon, et puis Gérald Darmanin qui dit que c'est une question de ligne, de projet. On s'est trompé sur cela. Est-ce que c'est peut-être les 2 à la fois ou l'un des 2 d'abord? Écoutez, moi je crois que si la droite doit faire son autocritique, ça serait d'abord, et on l'avait quasiment prévu, faire la critique de la primaire. En choisissant la primaire, la droite s'est enfermée, mais elle le savait, c'est ça qui est extraordinaire. Elle avait conscience que ce qui avait pu marcher pour la gauche ne lui correspondait absolument pas. C'est le contraire des institutions du général de Gaulle. Et c'était vraiment prendre énormément de risques. Parce que, justement, ce qui est intéressant dans les institutions, dans son esprit, c'est le grand rassemblement. C'est pas la division. Or, la primaire c'est l'institutionnalisation des divisions. Et on l'a bien vu. On a bien vu à quel point, déjà pour la gauche, ça avait été extrêmement néfaste à François Hollande, qui avait porté pendant très longtemps les critiques de Martine Aubry. Eh bien, cette fois-ci, on a bien compris que ces attaques qui ont pu avoir lieu pendant la primaire ont été extrêmement néfastes. Donc je pense que la principale autocritique, d'ailleurs, ce qui est formidable aussi, et ce qui est étonnant dans la victoire de Macron, c'est qu'il a fait exploser les primaires. Il n'y aura plus jamais de primaires. Parce que maintenant qu'on a vu
que finalement les deux seuls candidats qui avaient une chance de l'emporter étaient à la fois Mélenchon et à la fois Macron, qui tous les deux n'avaient refusé de participer à la primaire, on peut dire adieu la primaire. Mais je voudrais revenir un moment sur Mélenchon. Ce qui me paraît formidable, c'est son coup d'État à la fois démocratique, légal et sympathique. C'est-à-dire que c'était vraiment un coup d'État puisqu'il a complètement bouleversé le système d'une façon complètement légale et démocratique. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Je reste quand même sur la première partie de votre argumentaire qui est la fin de la primaire. Vous l'avez acté vous-même en votre nom personnel ici ce soir. C'est le cas, Anne Levade. Cet antidote contre les divisions est un poison qui a précipité les deux grands partis aujourd'hui ? Alors, j'ai un vrai désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je dis juste une nouvelle fois, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, que bien qu'ayant organisé la primaire, je ne fais pas partie de ceux qui étaient fascinés par les primaires et qui voulaient mettre des primaires partout. J'ai même toujours été assez réservée, de manière générale, sur l'exercice et sur l'importation en France de quelque chose qui fonctionne aux États-Unis. Cela étant, si je regarde le cas de la France et uniquement de la droite, s'il n'y avait pas eu de primaire, première observation, on aurait eu plusieurs candidats à droite. Et plusieurs candidats à droite, à mon avis, et c'était bien ça la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de candidat qui s'imposait par lui-même. S'il y avait eu plusieurs candidats à droite, on sait bien que la situation aurait été largement aussi compliquée qu'elle l'est aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que moi je suis convaincue, et plus je réfléchis maintenant avec un peu de recul à cette primaire, plus j'en suis convaincue, que c'est un peu comme le thermomètre et la fièvre. La primaire, elle est venue à un moment donné où, à droite comme à gauche d'ailleurs, les partis de gouvernement allaient très mal. Et je crois que nos partis traditionnels de gouvernement vont très mal, parce que la démocratie représentative va très mal, et qu'il y a une mise en cause de ceux qui gouvernent maintenant depuis des décennies, qui n'apparaissent plus crédibles dans l'opinion. La preuve, c'est que quelqu'un venu de nulle part, Emmanuel Macron, en un an arrive à exploser, que Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, pas tout à fait venu de nulle part, mais en tout cas avec un discours très anti-système, ce qui évidemment est par ailleurs préoccupant, arrive aussi à émerger d'une manière phénoménale. Et le problème, il est toujours le même. On a prêté à la primaire des vertus magiques qu'elle n'a pas, parce que ça n'est qu'une procédure. Et je crois que le fond du problème, c'est que la droite et la gauche républicaine, je n'ai pas la solution, j'en suis désespérée d'ailleurs, parce que j'aimerais l'avoir pour la droite et la gauche républicaine. Pardon de vous contredire, d'autant plus que vous avez eu un rôle formidable. Vous êtes finalement la seule qui ait survécu à la primaire avec une formidable image. Tous les autres ont été éliminés. C'est vrai que sur le plan de l'organisation, sur le plan de la réputation, vous gardez une réputation formidable. Mais je pense que, regardez comme elle me passait. Vous nous dites que cette primaire, ça avait très bien fonctionné pendant 50 ans sans aucune primaire. La droite avait parfaitement réussi à trouver des candidats qui s'opposaient, qui pouvaient s'opposer. Il y avait des leaders avant Jean-Marie Roy. Il y avait des figures. Mais à partir du moment où il n'y avait pas le Front National, vous tuez les leaders avec les primaires, parce qu'à ce moment-là, vous suscitez des petits leaders qui, à mon avis, remplissent le paysage et... Je crois qu'il y a un côté darwinien dans les élections présidentielles et dans les institutions de la Ve République. C'est le plus fort qui l'emporte et on voit très bien que le plus fort avait toujours réussi à l'emporter. Une question. Aujourd'hui, la droite, j'allais dire saison maintenant, second tour et en vue des législatives. Quel leader s'imposerait selon vous ? Est-ce qu'il y a un leader qui s'impose ? Mais attendez, ils ont été fusillés par la primaire. C'est sûr que maintenant, c'est très difficile. Mais c'est la cause, elle est dans les primaires. C'est vrai que maintenant, mais je pense que, tout le monde le dit, la droite est en ce moment majoritaire en France. Et donc, elle devrait, en bonne logique, mais ça, on ne sait pas la logique dans le domaine politique n'est pas toujours au rendez-vous, eh bien, elle devrait pouvoir avoir une chance aux législatives. Et c'est d'ailleurs tout le problème, c'est de savoir est-ce que Macron va pouvoir avoir une majorité ou est-ce que ça va s'enfermer. Il est lui-même une cohabitation à lui tout seul. Puisque à la fois, il va de Robert-Rue à Madeleine, c'est déjà une cohabitation. Est-ce qu'on va pouvoir rajouter une autre cohabitation à cette cohabitation ? Certains pourraient vous dire que la droite en ce moment va de Nathalie Kosciusko-Morizet à Sens commun. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de droite également ? Il y a de droite, il y a un risque. Qui n'est pas une cohabitation ? Il y a un risque d'explosion. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur ce que dit Jean-Marie Roy ? Dans les profondeurs du pays, il est à droite, ce pays-là. C'est ce qu'on dit, on lit, le pays est à droite depuis si longtemps. C'est compliqué parce que tout le monde s'accorde à dire depuis maintenant plusieurs années que l'ensemble des partis se droitisent.
Alors les partis très à droite s'extrême-droitisent et que malgré tout, la gauche est plutôt plus droitisée qu'elle ne l'était auparavant. Alors j'aime pas beaucoup cette formule, elle est évidemment simplificatrice, mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose en commun avec le paysage politique d'il y a 20 ou 30 ans en arrière. La deuxième chose, c'est qu'on a pu penser aussi que la France était majoritairement à droite lorsque, et rendons-leur grâce, ils ne se sont pas trompés à l'occasion de ce premier tour, les sondages immédiatement après la primaire de la droite semblaient effectivement tracer une trajectoire fulgurante pour François Fillon, qui était crédité de plus de 30% des intentions de vote au lendemain de la primaire. Ce qui n'a jamais été le cas de Benoît Hamon, alors que pourtant il y avait guère qu'un mois et demi d'écart entre les deux primaires. Donc on pouvait penser qu'il y avait effectivement cette ligne de force. Alors maintenant, la vraie question effectivement que doit se poser la droite. D'abord, moi je voudrais insister, c'est que je dois dire, assez inquiète de voir que tout le monde considère que ça y est, Marine Le Pen est battue. J'en suis assez inquiète parce que j'espère ne pas être un oiseau de mauvais augure, mais le deuxième tour est dans un peu moins de 15 jours, un week-end de pont qui plus est, où j'en viendrai presque à espérer qu'il ne fera pas beau et que les gens ne penseront pas que comme l'affaire est faite, ils peuvent partir tranquillement et revenir pour voir ce qui se sera passé. Et donc je pense que la manière dont Emmanuel Macron va faire campagne pendant ces 15 jours est évidemment déterminante et chacun, me semble-t-il, dans la classe politique, s'il entend que ce soit Emmanuel Macron qui l'emporte, doit le dire clairement et sans relâche, tout simplement pour éviter qu'il y ait une abstention qui soit significative. Est-ce que ce front républicain, il n'est pas un peu fatigué, flétri, usé? C'est à peu près ce qu'a dit Marine Le Pen. Je suis pas en train de vous dire. Non, elle a dit pourri. C'est pour ça que j'ai utilisé d'autres arguments pour vous poser la question qualificative. Moi, j'aime pas cette formule de front républicain parce qu'elle j'allais dire, elle a été discréditée en tant que formule. En revanche, mais la réalité, pour moi, elle a du sens. Elle a du sens dans la mesure où, mais je l'avais dit là encore, une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de m'occuper d'une primaire, et j'avais dit à l'époque que j'aurais fait la même chose pour le Parti Socialiste, c'est parce que mon attachement viscéralement républicain m'incitait à tout faire pour que Marine Le Pen ne soit pas au deuxième tour. Mais vous dites, Anne Levade, elle a du sens. Jean-Marie Arouard, quel est le sens quand on dit juste voter Emmanuel Macron? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage justifier, expliquer une consigne de vote, l'argumenter, pas seulement dire non, surtout pas le Front National, c'est tout? Oui. Moi, je crois aussi que en effet, cette façon d'idéologiser le parti de Marine Le Pen n'est pas une façon de le combattre. Et c'est pour ça que je trouve que chez les Républicains, la tendance qui pousse Mme Kosciusko-Morizet ou Alain Juppé, justement, à aller vers Macron et à entamer un combat idéologique contre Marine Le Pen n'est pas le bon. Et je pense que celui de Sarkozy était le meilleur. C'est-à-dire essayer de faire venir... C'est pas normal qu'il y ait un parti d'extrême droite qui fasse 20%. C'est pas normal. Et le but, je crois, pour l'avenir, parce que si jamais... Clarifiez, quelle est la stratégie de Nicolas Sarkozy? Parce que pour certains, c'était aller jusqu'à aller sur les terres du Front National, mimer le Front National pour ramener ses électeurs. C'est cela qu'il faudra faire? C'était pas mimer, non, attention, là c'est un procès. C'est un procès. On l'a dit pour l'attaquer. Non, je ne crois pas du tout. C'était pas mimer. C'est répondre à cette question très ancienne posée par Laurent Fabius, qui était de dire... Le lepénisme pose de bonnes questions, mais donne de mauvaises réponses. Vous savez, c'est pas être lepéniste que de dire que, en effet, le parti de Marine Le Pen a posé un certain nombre de questions sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'emploi, qui étaient des questions qui se posent à tout le monde, puisque le débat, c'est adapté sur les lignes lancées par le Front National. Donc je pense, si on ne résout pas ces questions-là, on verra progresser le parti de Marine Le Pen et on risque de le voir à la prochaine présidentielle. Vous partagez quasiment la même, crainte, parce qu'Anne Levade, ça rejoint ce que dit Jean-Marie Arouard. Si certains Français vont se désintéresser de ce second tour, parce qu'ils vont se dire, c'est acquis, il n'y a pas vraiment d'argument pour voter pour ou contre, on va aller à la pêche. C'est là que je pense, moi, qu'il y a un risque à vouloir... enjamber le deuxième tour en considérant que l'enjeu désormais c'est les législatives et c'est manifestement plutôt le choix qu'est en train de faire la droite. Je ne sais pas comment les choses vont se traduire concrètement parce que encore une fois on est au lendemain du choc et il semble que effectivement le Parti socialiste veuille davantage prendre part à la campagne, mais je crois que ça c'est une vraie question. Cela dit,
La question des législatives se pose aussi, bien sûr, et elle est parfaitement légitime pour les partis de gouvernement, même si j'ai tendance à penser que, moi, l'hypothèse... Alors d'abord, je ne parlerai pas de cohabitation, parce que quand c'est simultané, je trouve que c'est un petit peu différent. C'est plus de la cogestion. Ce serait une espèce de choix délibéré et lucide fait par les électeurs de ne pas donner une majorité au président qu'ils auraient élu un mois et demi avant. C'est possible. Mais ça veut dire que d'emblée, ils exigeraient du président et des parlementaires qu'ils co-gèrent, avec des options politiques différentes, le pays, là où la cohabitation est davantage la sanction, 2 ans ou 5 ans plus tard, d'une politique quand on était intéressant. à l'époque Donc, parler surtout de cogestion, pas de cohabitation. C'est vrai que dans... en tout cas, c'est un choix simultané. C'est un euphémisme, écoutez, c'est une cohabitation. Vous employez un autre mot pour dire la même chose. Non, mais on ne l'a jamais vu tout de suite après une élection présidentielle. Ce serait... Pour certains, un manque de cohérence et un manque de légitimité donné au président de la Mais République. oui, mais parce que c'est l'erreur d'avoir adapté, en effet, le mandat des députés et le mandat du président de la République à celui des députés. C'est une erreur, et là encore, c'est une façon de torpiller les institutions de la Ve République. On a essayé de détricoter petit à petit, et maintenant on voit le résultat. Et le comble, ça va être l'introduction de la proportionnelle, et à ce moment-là, on rentrera non pas dans la 6e République, mais dans la 4e République. Alors, la proportionnelle, c'est encore autre chose. De toute façon, elle ne sera pas applicable lors de ces élections-là. Donc, on verra. Ça fait longtemps qu'elle est promise et pour l'instant, elle n'a jamais été mise en œuvre. L'actuel président de la République devait instiller une dose de proportionnelle. Comme il disait, ça n'a pas été fait. Je ne pense pas que ce soit lié, et Dieu sait que je suis critique sur le quinquennat et sur la concomitance des calendriers, mais là, je ne crois pas que ce soit lié à ça. Parce que en réalité, la particularité de la situation, elle tient au fait d'un candidat que l'on imagine élu à la présidence de la République et qui n'a pas justement derrière lui un parti de gouvernement au sens classique du terme. Le problème aurait pu se passer exactement de la même manière en 2007 si Bayrou avait remporté l'élection présidentielle au moment où lui aussi faisait une percée assez significative. Et d'une certaine façon, ce qu'a connu Valéry Giscard d'Estaing en 74 et 78 n'est pas très différent, sauf qu'en 74, après le décès de Georges Pompidou, il n'y a pas eu d'élection législative immédiatement. Mais en 78, on sait bien que ça s'est joué de peu, justement, qu'il y ait une première cohabitation, faute d'avoir un parti qui était majoritaire. Pour Giscard d'Estaing, c'était quasiment une cohabitation, puisqu'il avait une majorité, une grande partie le détestait, puisque c'était une partie de gaullistes qui lui faisait des reproches. Et vous savez bien qu'une partie de son échec, ça a été de ne pas avoir fait la dissolution. Je vais vous ramener à l'actualité. Peut-être juste vous faire réagir sur ce qu'on pourrait appeler, je mets vraiment des guillemets, Anne Levade, ce phénomène de dégagisme. Quand même, on le voit dans les urnes, on n'a jamais vu autant de responsables politiques, quand même de premier plan, disparaître. Beaucoup ont totalement retiré leur révérence, tout est à reconstruire, les cartes sont rebattues. Comment vous analysez ce phénomène-là ? De renverser la table, vraiment ? Est-ce que tout change pour que rien ne change ou c'est une vraie volonté de renverser la table ? Alors, je pense qu'il y a une chose qui est assez frappante. On sait que les jeunes, ceux qu'on appelle les 18-35 ans, ce qui est déjà un éventail assez large, mais que les jeunes votent plutôt moins ou se désintéressent de la politique et que d'une certaine manière, ce qui les a ramenés un peu aux urnes, c'est justement ce vote, entre guillemets, contestataire, qui prennent la forme d'un vote Mélenchon ou d'un vote Le Pen. La deuxième chose, c'est que là aussi, je crois qu'on change effectivement d'époque, de monde, etc. Moi, j'étais assez frappée, je l'entendais notamment chez mes étudiants, dans mes amphis, quand François Fillon prenait comme argument dans la campagne « j'ai 36 ans de vie politique et donc je suis un homme d'expérience ». Et moi, certains de mes étudiants me disaient « j'étais pas né au moment où effectivement il commençait sa vie politique ». Donc je pense que ce qui longtemps rassurait, c'est-à-dire l'âge des candidats, est aujourd'hui un argument. D'ailleurs, l'élection de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, d'une certaine manière, ont déjà constitué une rupture par rapport aux élections précédentes. Je laisse de côté Valéry Giscard d'Estaing. C'était évidemment les éléments de contexte de décès de Georges Pompidou. Mais je crois qu'il y a ce rajeunissement, on le voit d'ailleurs ailleurs, Barack Obama, en Italie, etc. On voit bien qu'il y a un phénomène quand même de rajeunissement. Il y a un retour du balancier aux États-Unis quand même, 70 ans, Donald Trump. Mais autre phénomène, tellement plus complexe. C'est vrai qu'il y a quand même un mouvement effectivement de volonté. Alors peut-être aussi que c'est une génération politique qui est restée quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qui a recandidaté, quels que soient les aléas de la vie politique. Et c'est peut-être ça, c'est pas tant l'âge en quelque sorte, c'est la durée, je crois. C'est ce que d'ailleurs a reproché Emmanuel Macron lors d'un meeting à propos de Jean-Luc Mélenchon, avait-il dit. Et Jean-Luc Mélenchon était sénateur quand j'étais encore au lycée, je crois, avait-il dit.
Oui, ça, le jeunisme, ça a toujours existé. Il y a toujours quelqu'un qui est plus jeune. Surtout l'expérience que l'âge, je crois, là, qui oui, jouait. Mais moi, je crois que ça tient surtout au fait que le discours politique est très souvent inaudible. Il est devenu complètement technocratique. Et en plus, le comportement des grands responsables est très éloigné des préoccupations quotidiennes. Et vous remarquerez que finalement, ceux qui ont fait des scores assez importants, et finalement qui ont beaucoup d'adhérents, c'est à la fois Mélenchon et Marine Le Pen, qui ont ce discours finalement qui est très concret, qui est très proche des gens. Je crois qu'on est tombé, on a un vivier d'hommes politiques qui a fait de trop brillantes études, qui a fait l'ENA, qui parle un langage abstrait, et qui on a l'impression qu'ils ont un langage purement économiste. Et d'ailleurs, c'était un peu le cas de Macron, qui a tout de suite rétabli la balance en allant maintenant vers le roman national. Mais je crains que ce discours purement économiste, ça ne parle pas aux gens. On l'a vu, apparemment. C'est à l'épreuve des faits et des urnes, c'est la réalité. Oui, avec quand même un phénomène qui est vraiment inédit, c'est que, comme pour les primaires, non pas du tout que j'en fasse un modèle, mais il y a un phénomène de concentration des voix des électeurs sur quelques candidats. Et là, c'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'on a 4 candidats autour de 20%, entre 19 et 24, et que donc ça veut dire 80% des gens qui se concentrent sur 4 candidats, et 7 autres qui sont littéralement laminés, parmi lesquels évidemment Benoît Hamon, ce qui est la grande surprise, puisque c'est le Parti Socialiste, mais... Et ça, cet effet-là, on ne le connaissait pas. On le connaissait pour 2, et puis ensuite quelque chose de plus diffus, en quelque sorte. Conclure, Jean-Marie Roy. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des primaires, ou est-ce que finalement... Rassurez-le, en fait. À l'enterrement je le regretterai, parce que vous ne serez plus là, mais... J'espère y survivre, quand même. Pour en parler, j'entends. La primaire, ça n'est qu'un mode de désignation de candidats. Moi, je pense qu'il faut retenir le mode de désignation le plus adapté à un moment donné. Je ne suis pas certaine, je maintiens que je ne suis pas certaine qu'avec un autre mode de désignation, la droite serait au 2e tour aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 5 ans. On en reparlera dans 5 ans. Ou à un autre moment. Oui, ici même d'ailleurs. Alors, je voudrais vous faire réagir, qu'on découvre ensemble la revue de presse, les unes de vos quotidiens demain. On regarde Le Figaro, l'onde de choc, Macron qui frappe la droite et la gauche, avec également François Fillon, vous le voyez plus bas. Comment l'élection imperdable est devenue ingagnable. Libération, avec la photo de Marine Le Pen, ne rien lâcher de Macron qui s'y voit déjà à une partie de la gauche qui refuse de choisir. Le barrage anti-Le Pen s'annonce moins solide qu'en 2002. L'Humanité, tout ce que fait bouger le vote. Mélenchon, premier candidat des jeunes, carton plein dans les villes communistes et les quartiers populaires mobilisés, dit l'Humanité. Enfin, le Télégramme, la fracture, on conclut. 2 France ou plusieurs France. Jean-Marie Roy, Anne Levade. Vous savez, je crois qu'il y aura toujours... Je crois que s'il n'y avait que 2 France, ça serait la bipolarisation, ça serait très bien. Je crois que maintenant, il y en a au moins 4, ce qui est vraiment un recul par rapport à ce que nous avions avant et ce qui rendra les choses plus difficiles. Vous êtes d'accord pour conclure, Anne Levade ? 4 France, oui, je crois, parce qu'on le voit bien dans chacun de ces territoires, il y a un des 4 candidats qui arrive à 25-28% des voix, et ça c'est très significatif, et ce sera ça le défi du prochain président de la République. Défi Azur, merci en tous les cas pour cette analyse et ce match des idées. Dans quelques instants, le grand entretien avec le philosophe Michel Onfray, qui a également suivi et même commenté au théâtre la soirée électorale hier. On va en parler avec lui, mais d'abord c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres, je vais devoir penser ma vie autrement, penser aussi les plaies de ma famille. C'est par ces mots que François Fillon a conclu sa prise de parole devant le bureau politique des Républicains. Il estime ne plus être légitime pour mener la bataille des législatives. Marine Le Pen. Le président de la République est le président de tous les Français et qu'à ce titre, il doit donc rassembler tous les Français. Alors, c'est une conviction profonde, mais il faut maintenant passer des paroles aux actes et c'est la raison pour laquelle il m'est apparu indispensable de me mettre en congé de la présidence du Front National. Ce soir, je ne suis donc plus la présidente du Front National, je suis la candidate à la présidentielle. En France,
Les deux finalistes de la présidentielle seront côte à côte demain à la préfecture de police de Paris. François Hollande les a conviés à l'hommage rendu aux policiers tués en service sur les Champs-Élysées par un homme se revendiquant de Daesh. Marine Le Pen a confirmé sa présence sur Twitter et l'entourage d'Emmanuel Macron assure qu'a priori, il sera présent. Emmanuel Macron. Pour son premier déplacement depuis sa qualification au second tour, Emmanuel Macron est venu déposer une gerbe en souvenir des victimes du génocide arménien. Le candidat explique qu'il est favorable à une journée de commémoration inscrite dans le calendrier. Manifestation. À l'appel de SOS Racisme et de plusieurs syndicats étudiants, des centaines de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris pour dire non au Front National et pousser à une mobilisation massive pour le second tour. Il y a finalement chez beaucoup de gens une forme d'évidence que Marine Le Pen va être battue au second tour de l'élection présidentielle. Je tiens à faire remarquer que le second tour est un second tour assez inédit, qui est un second tour où il y aura sans doute beaucoup de volatilité et qu'il n'y a aucune évidence a priori que cette personne soit battue. À droite. À un cheveu des 5%, synonyme de remboursement des frais de campagne, Nicolas Dupont-Aignan lance un appel aux dons pour couvrir une partie des dépenses de son parti. Debout la France a 7 semaines pour réunir 300 000 € et équilibrer ses comptes avant de les déposer. Les candidats en dessous des 5% sont remboursés de leurs frais par l'État à hauteur de 800 423 €. Polémique. Le patron de Lafarge-Holcim paye pour les agissements de son groupe en Syrie. Eric Olsen démissionne après des mois de polémique autour de l'activité du cimentier en Syrie. Un rapport accuse le groupe d'avoir maintenu son activité dans le pays et coopéré avec l'État islamique entre 2011 et 2014 quand la guerre faisait rage. Le directeur général quittera ses fonctions le 15 juillet. Et tout de suite, c'est le grand entretien pour aller plus loin ce soir. Avec un peu plus de recul ce soir, on va analyser ensemble les conséquences du vote hier, le paysage politique. Qu'est-ce qui peut vraiment changer avec cette présidentielle? Le regard critique du philosophe ce soir, Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, vous n'avez pas été spectateur hier, Michel Onfray, de la soirée électorale, puisque vous l'avez vous-même commenté en quelque sorte, en direct et en public depuis le Théâtre Antoine à Paris. Le tout était retransmis sur Facebook Live et votre site, michelonfray.com. Réagir à chaud ainsi, c'est un exercice... j'allais dire pas habituel pour un philosophe qui prend toujours du recul et de la distance. Comment vous l'avez vécu? C'est inhabituel parce qu'on ne les invite pas et qu'on a toujours les mêmes qui s'en viennent commenter les chiffres nouveaux, même si pendant 6 mois ils ont dit tout et n'importe quoi, le contraire de tout, on les invite à nouveau, et un peu comme avec la météo, il nous donne le temps qu'il a fait hier avec une extrême précision, mais rarement le temps qu'il va faire demain. Donc non, je pense qu'il y a dans la philosophie un travail sur la longue durée, il y a des registres et des vitesses qui sont différentes. Quand je travaille à Décadence et que j'embrasse 2000 ans d'histoire, évidemment, on a besoin d'un temps long, d'un temps de silence et de méditation, de travail dans son bureau, bibliothèque, etc. Et puis après, on peut aussi penser l'actualité, on peut penser les choses un peu chaudes, justement en regard des longues durées. C'est-à-dire que ça me paraît extrêmement intéressant pour pouvoir voter pour quelqu'un, non pas de se soucier de son programme, parce que là c'est quand même la foire à la séduction, que de se soucier de son passé. C'est très intéressant le passé des gens. Et de son passif peut-être aussi. Le passé est souvent un passif, donc quand on a vu des gens qui ont trahi, tout dit, le contraire de tout, qui se sont alliés avec des gens qui sont devenus leurs amis, puis leurs ennemis, puis etc., bon, on voit à peu près à qui on a affaire. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, il a derrière lui le 18 juin, ça aide un peu. D'autres ont un passé qui est effectivement un passif, souvent de traître. Donc c'est intéressant, ça permet de savoir. C'est pour ça que vous êtes abstenu alors au premier tour? Non, c'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins deux grosses, je dirais. La première, c'est qu'en 2005, quand j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour le référendum contre la formule libérale de l'Europe, et non pas contre l'Europe, il y a eu un non massif. Et en 2008, on nous a dit, vous aurez exactement le même texte. Et Valéry Giscard d'Estaing qui dit dans Le Point que c'est le même texte. Quelques virgules qui ont changé, il a dit ça. Vous avez absolument raison, il avait juste pour donner l'impression que c'était un autre texte. Vous pouvez dire que formellement c'était un autre texte. Et puis les députés et les sénateurs ont dit ce que le peuple a voulu, nous n'en voulons pas. Et nous décidons que de toute façon, ce référendum que vous avez refusé, enfin du moins auquel vous avez répondu par non, nous y répondons par oui, et vous y aurez droit. J'ai estimé que c'était un coup d'État
à sa manière, parce que où la souveraineté existe, où on recourt au référendum et puis on obéit au référendum, ou alors on dit je fais un référendum, je souhaite que ce soit oui, si c'est non, on le mettra à la poubelle, si c'est oui, on le garde. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, le devoir du citoyen, non pas l'électeur, mais le devoir du citoyen qui est l'homme politique, qui est censé nous représenter, c'est de respecter les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est la première raison qui fait que, dans la mesure où il y a une rupture de contrat social, je n'y suis pas allé. Restons sur cette première raison. Et puis, restons sur cette première raison, vous me développerez en quelques instants la deuxième. Quand vous dites, et on comprend, les cicatrices et les Français les portent encore sur ce référendum et cette parole non respectée. Mais aujourd'hui, vous avez eu hier des candidats qui étaient pour, par exemple, la sortie de l'euro. C'est factice, selon vous ? Je vais vous donner la deuxième raison. Parce que la deuxième raison, c'est que en fait, tout a été fait pour que le goulot d'étranglement arrive à ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on nous a dit il y a des grands candidats et des petits candidats. Pourquoi les grands sont-ils grands et pourquoi les petits sont-ils petits ? C'est étonnant. Regardez, les petits candidats, ce sont tous des gens qui sont contre la formule libérale de l'Europe. Drôle, hein ? Et tous ceux qui sont des grands candidats sont tous des gens qui sont pour la formule de l'Europe. Vous voulez dire qu'on a appelé petits candidats ceux qui sont contre le système Non, c'est que... dans lequel vous nous mettez, les médias. Ah, je ne vais pas parler de médias, pas encore. Non, mais je suppose parce que... non, mais je dis que quand vous avez les fameux grands candidats, vous en avez deux qu'on présente comme des sceptiques, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes une observatrice avisée, vous aurez bien vu que dans les derniers temps, ces deux-là nous disaient qu'on allait voir, qu'on allait négocier. Mélenchon dit, moi je vais voir Merkel, quand elle va me voir, elle va se calmer, on va refaire un traité, là, ça va être autre chose, et vous allez voir, dans le genre, on garde, mais on ne garde pas tout en gardant. Sous-entendu, on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas à l'Europe. C'est bon, il pouvait faire partie des grands. Marine Le Pen qui décide de tout, des boutons de guêtre, elle dit, il y aura ceci, ce sera cela, etc. Sur la question de l'Europe, c'est la même chose. On négociera, après la négociation, on fera un référendum, on verra ce que donnera ce référendum, etc. Bon, ces deux-là avaient gagné le droit de faire partie des grands parce qu'ils avaient montré des gages aux gens qui estiment que la politique, la vraie, la seule, la sérieuse, c'est de rendre possible... Alors, si je suis votre raisonnement, un candidat qualifié entre guillemets de petit, mais qu'on aurait dû qualifier selon vous de grand parce qu'il incarne une véritable rupture par rapport à l'euro et à l'Europe, ce serait François Asselineau. Non, je ne dis pas ça, je dis que... C'est ce qu'il dit lui. Alors c'est plus subtil, les médias, vous savez bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des gros sabots, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, donc on fabrique la petitesse du petit candidat. On évite une grande visibilité. Et si vous évitez la visibilité, ils ne sont pas bankable, nos petits candidats, et ils restent petits. Éventuellement, on se débrouille pour que des petits candidats obtiennent 500 signatures. C'est sidérant, ça. Que des gens comme Marine Le Pen, un temps, ne parvenaient pas, ou Jean-Luc Mélenchon nous disait « j'ai du mal ». Avec leur surface politique, ils avaient du mal à trouver 500 signatures. C'est drôle. Asselineau, qui fait 0 et quelques, enfin quasiment en dessous de 0, il a ses 500 signatures. Il n'y a aucun problème. Cheminade, il a aussi ses 500 signatures. Drôle, quand même, que ces gens-là aient leurs signatures. Parce qu'effectivement... Drôle ou alors vivifiant pour la démocratie. Non, c'est ironique. Vous voyez bien, on choisit des comiques, on choisit des guignols. Jean Lassalle, c'est formidable. Quand on a un candidat comme ça, il n'y a pas de problème. Il est drôle, c'est fantastique, c'est la ruralité, il a un accent, la Vierge lui apparaît régulièrement, c'est formidable, c'est sympathique. Et moi, j'aime beaucoup. Vous avez Poutou qui fait de son cinéma, vous avez Artaud, tout ça est bien. Est-ce que votre sympathique n'est pas un peu condescendant ? C'est ce que vous nous reprochez. Quand vous dites sympathique, on a l'impression qu'ils sont là pour amuser la galerie. Non, mais bien sûr qu'on les a choisis pour ça. Mais bien sûr que les petits... Oui, on les choisit pour qu'effectivement, on leur facilite les choses, on s'arrange. Moi, j'ai rencontré monsieur Lassalle, que j'aime beaucoup, il m'avait invité, on s'est rencontrés, on a déjeuné à l'Assemblée nationale, et il m'expliquait qui le finançait et comment, et c'est assez intéressant de voir qu'on se dit « Ah bon, vous êtes financé par ce monsieur qui, normalement, n'a aucun intérêt à vous financer, pourquoi vous êtes financé par lui ?» Et on voit effectivement que des gens ont intérêt de dire « Pour la diversité, on a des individus qui sont là et qui vont montrer que, vous avez bien vu que c'est la démocratie. » Et tout le monde peut être candidat, puisqu'on a même ceux-là. Il y en a un qui veut aller sur la Lune, il y en a un autre qui chante en basque, il y en a un autre qui... Alors c'est quand même grand, la démocratie. Oui, et pendant ce temps-là, ceux-là, ils permettent finalement d'amuser la galerie, pendant que les sérieux, vous avez vu, le premier débat télévisé, on a dit, bon, les comiques, on les laisse, on ne peut pas avoir 11 personnes, hein, on va prendre les sérieux. Et avec les sérieux, on avait déjà commencé un tri sélectif. Mais dans ce théâtre-là, parlant des, entre guillemets, sérieux, vous le dites avec ironie, vous avez vraiment l'impression que sur l'Europe, rien ne changerait, qu'on donne l'impression, parce que là, on présente quand même deux candidats que tout oppose, deux visions du monde, deux visions de la France. Oui. Avec un Emmanuel candidat, Macron et Marine Le Pen. Oui, un candidat qui va être élu et un candidat qui ne va pas être élu, c'est fait pour. C'est une élection à un tour, l'élection présidentielle. Et le président a été élu hier. La preuve, il a déjà fait la fête. Oui, c'est pas parce qu'il a fait la fête que les Français... Voilà.
Je vois mal comment un candidat qui a tout le monde pour lui, Macron, il a l'Union rationaliste des athées, et en même temps le pape, il a le MEDEF, mais en même temps il a la CGT, il a la droite, puis il a la gauche, il a Juppé, mais il a aussi qui l'on voudra, enfin, il a tout le monde. Mais donc, ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué? Non, il est fabriqué. Bien sûr qu'il est fabriqué. Jean-Pierre Chevènement est un ami, il m'avait dit il y a quelque temps, je peux le dire parce qu'il a redit dans la presse, donc, que Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage d'urne au Parti Socialiste, ça n'a posé aucun problème. C'était plus important les vestons de Fillon. Alors oui, allons-y pour les vestons de Fillon. Mais un bourrage d'urne, pourquoi fait-on un bourrage d'urne au Parti Socialiste? C'est quand même étonnant ça. Non, il y a eu un bourrage d'urne, on a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil, quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron, dont on découvre aujourd'hui... Ils nous écoutent un peu ce soir et se disent, oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. Je vous donne des faits. Je vous donne des faits. Je vous dis aujourd'hui, François Hollande nous a dit qu'il fallait voter Macron. Il l'a dit il y a 3 mois déjà, ou 2 mois, parce que pour les gens qui suivent un peu l'actualité... Vous n'êtes pas tombé de votre chaise? Non, mais pas du tout. Mais, il est allé au Liban, notre ami Macron. Quand vous allez au Liban et que vous êtes reçu par l'ambassadeur, ça veut dire que le Quai d'Orsay a donné son autorisation, donc le chef de l'État donne son accord. Marine Le Pen est allée aussi, reçue par le président. Pas par les mêmes. C'est pas exactement la même chose. Je vous dis, voilà. Ah oui, non, mais le président du Liban, il est souverain et autonome, il reçoit qui il veut. En revanche, quand vous êtes reçu par l'ambassadeur du Liban, vous êtes reçu par la France. C'est le candidat du système, le candidat de la République, le candidat du président. Oui, c'est ça, c'était le candidat du président, donc tout a été fait pour qu'il soit élu, et il va être élu. Mais au-delà peut-être des candidats, et c'est ce que vous pointez souvent, Michel Onfray, c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, au-delà du nom d'un tel ou d'une telle, c'est que selon vous, on a renoncé à notre souveraineté. C'est-à-dire que vous dites, directement, qu'on prend nos ordres à Bruxelles. Ça veut dire quoi? Que demain, le 8 mai, on va passer un coup de fil à qui? À Madame Merkel? Ah, c'est pas nous qui allons passer des coups de fil, on va nous passer des coups de fil, comme on sonne un domestique. En disant, Monsieur le Président, d'ailleurs vous avez vu, aujourd'hui c'est extraordinaire la bourse, c'est formidable. Tous les marchés sont rassurés, moi j'ai lu la presse ce matin, en Allemagne on souffle, aux États-Unis on voit que les marchés sont très heureux et très contents, on a bien voté, les marchés sont tranquilles, sont heureux, sont contents. Ben voilà, tout est fait pour ça. Donc oui, effectivement, le chef de l'État qui nous donne l'impression qu'il va choisir, ne choisira rien parce que le jour où il sera élu, on lui fera savoir ce qu'il faut faire parce qu'il y a une feuille de route. Et la feuille de route, elle est à Bruxelles. Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il faut faire exploser quoi? Les règles du jeu? C'est un État... Je propose ça, moi. Je propose... Maastrichtien, c'est ça? Maastrichtien, oui. Il faut le casser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Une révolution? Parce qu'Emmanuel Macron, vous avez lu son livre ou vu le titre? Ah oui, ça c'est pour rire. Révolution chez Macron, laissez-moi rire. C'est quoi une vraie révolution? Alors, elle doit se faire dans la rue avec violence? Alors, soit on est dans la logique de Jean-Luc Mélenchon, c'est la révolution jacobine, on coupe les têtes. C'est Robespierre. Moi, c'est mon ennemi, Robespierre. Je pense que on ne doit pas pouvoir faire couler le sang et les guillotines sont à refuser. Moi, mon modèle, c'est plutôt la Commune de Paris. La Commune de Paris met le feu à la guillotine. Dans ce que je propose ici, c'est effectivement une révolution si on veut, mais je ne veux pas galvauder le mot. Je dis juste qu'on doit, sans faire couler le sang, évidemment, sans couper des têtes, même symboliquement, même réellement, dire réorganisons les choses autrement. C'est-à-dire qu'on a le vieux schéma, la cité de Dieu, la cité des hommes, chez Saint-Augustin, on nous dit dans le ciel, il y a un Dieu, donc sur terre, il faut qu'il y ait son équivalent, et c'est la monarchie pendant des siècles. La Révolution française dit on arrête avec la monarchie. Il y a 2 courants dans la Révolution française. Un premier qui est jacobin et qui nous dit on arrête sans arrêter tout en arrêtant. C'est-à-dire que Robespierre restaure le culte de l'être suprême, le temple de la raison, en disant il faut de la mystique pour faire de la politique. La mystique, c'est moi, en gros, c'est moi le chef. J'ai avec moi le clergé. Et puis, donc ça veut dire qu'on a une descente comme ça, ça descend du haut comme ça, et c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Étymologiquement, le pouvoir du sacré. Et ça descend jusqu'au sujet, jusqu'aux manants. Et les manants, ils obéissent. On leur dit, il faut faire ça, pas faire ça sur le marché. Vous n'avez pas le droit d'exposer un lapin parce que les directives de Bruxelles vous expliquent que si vous n'avez pas une chambre froide qui a été achetée à tel endroit avec les normes ceci, etc., vous ne pouvez pas. Donc voilà. C'est le système que vous voulez écarter en faveur de... je dis, on part de la base. Et cette révolution que je propose, si vous voulez vraiment qu'on utilise le mot, mais moi je ne l'utilise pas. Non, c'est la pensée provinciale plutôt Oui, si vous voulez. Si on peut la résumer oui, d'ailleurs, parce que pour moi, provincial,
Vous y êtes né, vous y êtes toujours, et vous... C'est formidable, les provinces. Et la province. Je n'ai pas dit le contraire. Non, je n'ai pas dit que vous l'aviez dit. Je dis juste que quand on veut faire de la politique à partir de la base, on dit il y a des intelligences collectives. Il y a des gens qui savent, des paysans, des agriculteurs, des instituteurs, des médecins, des gens de terrain, des gens qui sont là, qui savent comment ça marche, une vigne, comment ça marche, un village, comment ça fonctionne, etc. etc. Redonnons le pouvoir aux communes avec des gens qui sont susceptibles de faire de telle sorte que le citoyen fasse le pouvoir. C'est le principe de l'autogestion. Et puis après, ça grimpe. C'est-à-dire ça ne descend pas du ciel, ça grimpe jusqu'à un État, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut constituer un État qui soit libertaire parce qu'il serait la garantie des libertés, plutôt que l'État théocratique qui décide qu'il est autoritaire et le chef décidera pour tout le monde. Nous attendons des solutions d'un homme providentiel. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils nous séduisent. Avec moi, il y aura plus de neige en hiver. Vous préférez la fameuse décence ordinaire d'Orwell. Oui, mais j'aime les gens qui sont au contact du réel. Je vais vous dire très sincèrement, la vérité, je reçois de nombreux invités, vous le dites vous avec talent, cette forme d'État finalement nouveau que vous voulez, mais d'autres l'ont dit et n'y arrivent pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas justement? Quels autres? D'autres personnalités qui ont venu de la société civile, qui ont voulu incarner cet État-là, qui serait moins centralisé, etc. Et n'y arrivent. Si vous voulez que je cite des noms, il y a Alexandre Jardin, il y en a d'autres. Pourquoi est-ce qu'on y a... Écoutez, sérieux. Mais pourquoi j'allais dire, Jardin, votre idée, votre inspiration marcherait plus que celle des autres qui est basée sur la même idée? Je ne dis pas ça. Je dis qu'Alexandre Jardin, il avait une excellente idée. Il a dit à un moment donné, il va falloir qu'une espèce de consultation citoyenne permette de faire monter, de faire émerger un nom. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Quelle est la méthode Onfray? Et comment ça s'est passé avec Jardin? Un jour, il a dit, au fait, le nom qui émerge, c'est le mien. Et c'est moi qui serai le candidat de cette société. Et d'un seul coup, les gens ils ont découvert à la radio, à la télévision, qu'Alexandre Jardin s'était autoproclamé candidat de la société civile. Il n'a pas obtenu ses signatures, mais c'était pitoyable. Cette idée était bonne. D'ailleurs, quelques-unes de ces idées sont bonnes. Gardons l'idée pour, vous dites, un État jacobin, Quelques-unes de ces idées sont bonnes parce que c'est les miennes, ce sont les miennes, et qu'il connaît mon travail et qu'il s'en sert assez régulièrement. Non, mais c'est très bien. Moi, quand mes idées sont à bon entendeur. Eh oui, il est venu à l'université populaire, il connaît mon travail. Et puis vous savez, c'est une bonne chose quand on s'inspire des idées des autres, c'est qu'elles sont bonnes. Ce qui est mieux, c'est de les citer. Parce que là, au moins, on est capable de dire qu'on peut travailler en synergie, que par exemple, l'université populaire, c'est très exactement une proposition concrète et qui rentrait tout à fait dans les projets ou les programmes d'Alexandre Jardin. Mais ce n'est pas important, Alexandre Jardin. Je pense que ce qui était important, c'était cette idée qui a été dévoyée, hélas. C'est-à-dire cette bonne idée à l'origine d'Alexandre Jardin, elle a été dévoyée par quelqu'un dont on a découvert qu'il était dans une logique jacobine. Il a dit, on a besoin d'un chef, et le chef, ce sera moi. Il est dans cette logique-là. Et si on devait vous classer, je sais que c'est très difficile, que vous n'aimez pas ça, mais est-ce qu'on pourrait dire une gauche anti-libérale et profondément libertaire? C'est ça. Si vous voulez des étiquettes, allons-y. Oui, absolument. Gauche antilibérale, c'est ma cohérence depuis le début. Donc certains pointent en disant oui, mais une fois il y a eu celui-ci, puis une fois il y a eu celui-là, etc. Je dis mais oui, on peut effectivement imaginer qu'il y a des contradictions dans cette aventure, mais je vous rappelle que ce qui liait ces individus-là, c'était effectivement une gauche antilibérale. Et précisément une gauche libertaire. Et je dis qui est le personnage qui m'inspire, c'est Proudhon. Oui. Et c'est un socialisme libertaire, justement, qui démarre des communes, des communautés, de l'autogestion, du talent des gens. Mais quand vous dénoncez, critiquez l'Europe, vous savez ce qu'on va vous dire. On va vous accuser de tous les maux. MOTS, MAUX, de tout. Oui. Bon, ça, j'ai un peu l'habitude. Le problème, c'est pas ce qu'on dit de moi ou ce qu'on pense de moi, c'est que des gens puissent entendre un discours alternatif et que les gens puissent se faire directement un avis. C'était pour arriver à cela que je vous disais ça. On ne veut pas entendre un discours alternatif sur l'Europe aujourd'hui? Parce qu'on a eu quand même l'impression, nous, pendant ce débat, qu'il y a eu quand même pas mal de candidats souverainistes qui voulaient la sortie de l'euro, qui voulaient faire la peau à l'Europe. Oui, mais lesquels? Des gens qu'on a... Je ne vais pas citer de nouveau François Asselineau, on va croire que je le soutiens maintenant avec son score. Voilà. Mais pourtant, ces idées ne sont pas audibles. C'est la question de... Il a beaucoup cité de textes et d'articles. Oui, mais il n'avait pas tort. Ça a simplement fait... ça a généré des colibés le lendemain. On s'est moqué de lui, on disait « Ah là là, il y avait des comités. » Alors que lui montrait qu'il fallait tenir compte de ces règles du jeu pour les contourner. Absolument. Il disait « Mais en fonction de cet article, vous ne pourrez pas faire ce que vous annoncez. On ne peut pas entendre ce propos-là, qui est un propos juste et un propos vrai. » Il dit « Mais simplement, si vous restez dans cette règle du jeu, vous ne pourrez pas. » Et c'est dit. Ça n'est pas entendu, ça n'est pas compris, et on dilue tout ça parce qu'on dit, c'est aussi un personnage qui fait partie de ceux qui estiment qu'on doit pouvoir aller sur la Lune, et donc on se dit, évidemment, si c'est l'idée de quelqu'un qui pense qu'il faut se dépêcher pour partir sur la Lune, voilà, quoi, c'est l'idée de quelqu'un de lunaire pour rester... Le divorce
Paris-Province est une rupture permanente. Comment la soigner aujourd'hui? Est-ce qu'il faut mettre plus de justice, tout simplement, de bon sens? Mais, les Girondins disaient très précisément, il y avait 83 départements à l'époque, hein, les Girondins disaient Paris doit peser 1/83e de la représentation nationale. Ben voilà, ça me paraît normal que Paris ne pèse pas 95%. Combien pèse Paris aujourd'hui? Non, je dis 95, une majorité, oui. On dira. Et que tout se passe là. Moi, j'habite en Normandie. Si on doit prendre un train, quand il y en a, si on doit prendre un avion, si on doit, etc., enfin, tout passe par Paris. Si on veut voir son éditeur, si on veut venir s'exprimer sur les chaînes nationales, ben, effectivement, il n'y a pas de décentralisation. Il faut passer par Paris. Tout est à Paris. Et effectivement, c'est une vraie révolution d'imaginer qu'on pourrait redonner aux provinces des pouvoirs, et notamment de redonner du pouvoir. Ce serait donc celle-là, selon vous, la vraie révolution? Je reviens à l'autre révolution que vous avez critiquée tout à l'heure, parce que, encore une question en tête, malgré tout, Michel Onfray, il n'était pas connu il y a quelques mois, quelques années en tous les cas. Emmanuel Macron, sans parti, sans soutien, il en a eu beaucoup après, et vous les connaissez, on peut les citer. Est-ce que ce n'est pas quand même un changement en douceur, même si le mot révolution est galvaudé, malgré tout? On découvrira un jour que la Bible de ces gens-là, c'est Orwell. C'est-à-dire que vous avez des cabinets de consultation qui ont fabriqué un programme qui n'est pas un programme. Voilà un homme qui nous dit il n'y a pas besoin d'avoir un programme. Et les Français l'auraient avalé tout cru comme évidemment. Ça. Puisque c'est tous les jours qu'on vous fait savoir que finalement il y a les mauvais d'un côté, il y a les bons de l'autre, que les mauvais sont parfois ridicules, parfois etc. Les comiques s'en donnent à cœur joie, et puis à un moment donné où vous finissez par dire finalement il ne reste plus que celui-là. Regardez à quoi ça ressemble aujourd'hui, toute la palinodie de gens qui disent ah non on ne va pas voter pour Macron, on va voter contre Marine Le Pen. En gros ils sont bien obligés de voter pour celui qui a été choisi par ces cabinets de consultation où on se dit voilà il y a des segments, il va falloir draguer ceux-là. Alors là, un jour, on dit il n'y a pas de culture française. Une autre fois, on va en Algérie et on va parler du génocide. Une autre fois, on va flatter la croupe du cheval de Jeanne d'Arc. La contradiction des responsables politiques, c'est pas nouveau. Non, mais à chaque fois, vous avez emmagasiné un secteur, un segment de la société. Et quand vous avez dit du bien de Jeanne d'Arc, quand vous avez dit du bien du général de Gaulle, quand vous avez dit du bien de François Mitterrand, quand vous avez dit du bien du FLN, par exemple, en Algérie, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de culture française et que vous avez séduit tous les incultes, ça fait du monde, eh bien, il y a un moment donné où chacun n'entend que ce qui lui a été dit personnellement. Il dit, mais ça me va, et ce personnage, on va laisser de côté le reste, finalement, je vais voter pour lui. Voilà pourquoi on a des gens comme Robert Hue qui soutiennent cet individu, qui est aussi soutenu par... Il ne sera pas au gouvernement, oui. Oui, non, mais on cite souvent l'arc de Robert Hue à Alain Madelin. Eh ben oui, alors comment... Ou à Madelin, donc c'est quand même un coup de force de réussir un programme de com', c'est ce qui fait qu'un jour... Comme par hasard, vous allez acheter cet instrument, ce téléphone, cette voiture, je ne sais quoi. Un jour, tout est fait dans la logique publicitaire pour que le jour où vous ayez besoin d'une lessive, vous achetiez la lessive Macron. En tous les cas, votre révolution à vous, elle s'appelle La Province, les provinces, et on la retrouve dans ce livre, Décoloniser les provinces. Michel Onfray, merci d'avoir été notre invité. Moi qui vous remercie. Merci je retourne dans ma province. On arrive à la fin de cette émission, mais d'abord, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Nous avons beaucoup de gens qui tapent à notre porte, croyez-moi, nous recevons beaucoup de mails, énormément de contacts, beaucoup de gens, en effet, qui ont voté Fillon, qui sont des patriotes, beaucoup de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de gens qui ont voté Dupont-Aignan. Et il y a, par rapport à l'élection de 2012, il y a une vraie différence aujourd'hui, une opportunité pour Marine Le Pen, c'est qu'il y a un réservoir aujourd'hui. Et que le clivage droite-gauche est totalement révolu. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un problème d'homme, on n'est pas sur un problème de parti, on est sur un problème aujourd'hui de territoire idéologique. Vous êtes patriote ou vous n'êtes pas patriote. Vous êtes européiste, vous êtes pas européiste. Mais bien évidemment. Le mouvement En Marche, il ne doit pas arrêter de marcher. Et s'il n'arrête pas de marcher, il doit effectivement devenir un parti politique. Je vous donne un exemple. On arrête l'analogie, parce que Emmanuel, c'est un homme de son âge qui, heureusement, n'a pas connu la guerre. Parlons du général. On parle toujours du général en France. Quand il fait, effectivement, sa première majorité, il crée son parti, l'UNR. Mais il y a aussi la SFIO, qui est adoubée. Il y a Mollet, il y a les démocrates chrétiens, il y a les indépendants. À l'intérieur de la Ve République, vous avez toujours eu des majorités de coalition. Attention, mais le président a toujours son parti. L'UNR ou l'URPR pour les gaullistes, l'UDF pour Valéry Giscard d'Estaing, le PS pour François Mitterrand. Mais ils n'ont jamais gouverné seuls avec leur parti. Il y a toujours eu une coalition de partis. Mais il doit y avoir un parti qui soutienne le projet du président. Et c'est l'objectif d'En Marche qui doit se transformer en parti qui peut être un grand parti démocrate.
je pense que toutes les images de Donald Trump montrent un personnage égotique, c'est-à-dire qu'il parle avant tout de lui. Il parle de lui, et donc il dit, bah oui, j'ai été ému, bon, j'espère qu'à chaque fois qu'il est ému par quelqu'un qui meurt dans le monde, il ne va pas envoyer des bombes et qu'il ne va pas se laisser aller à sa pulsionalité permanente. C'est-à-dire que il ne peut pas se contenir. Alors ensuite, le fait qu'il ne peut pas se contenir, il peut l'utiliser pour sa communication, mais la première des choses, c'est que cette flexibilité qu'il revendique, c'est quelque chose dont il ne peut pas faire l'économie. D'accord, donc vous dites qu'il y a quand même quelque chose qui est lui, qui dépasse la communication. Complètement. Ensuite, il l'utilise. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à 22h. Merci encore. Belle fin de soirée en notre compagnie.